Bonjour, cet exposé est la deuxième partie du cours sur les enquêtes de cohorte dont nous avons vu les principes dans une première partie. Alors cet exposé porte sur les modalités de choix d'un groupe de référence non exposé et l'estimation du nombre de sujets nécessaires. Alors tout d'abord, pourquoi faut-il un groupe de référence non exposé? Dans cet exemple d'une étude portant sur un groupe de 37 000 sujets exposés à l'amiante, on constate une incidence de 1,6 cancer de la plèvre pour 1000. Alors que peut-on en dire? Il s'agit ici d'une simple observation. Est-ce vraiment à cause de l'amiante que ces 58 sujets ont contracté un cancer de la plèvre? Alors rien ne permet de l'affirmer, tout au plus peut-on émettre une hypothèse. En revanche, si on juxtapose un second groupe non exposé à l'amiante, suivi pendant la même période, on peut maintenant comparer l'incidence du cancer de la plèvre dans les deux groupes par le calcul du risque relatif. De simplement descriptive, la démarche est devenue analytique et on peut en tirer des conclusions sur un éventuel lien exposition-maladie. Donc on peut dire qu'un groupe de référence non exposé dans une enquête de cohorte permet de déterminer la fréquence attendue de la maladie, de la comparer à celle du groupe exposé et de mesurer la force de l'association par le calcul du risque relatif. Voyons maintenant les critères de sélection d'un groupe de référence correct. Alors il n'y a pas de recette, il n'existe pas de groupe de référence idéal, il va falloir faire un choix qu'il faudra longuement débattre au moment du protocole, qu'il faudra évaluer au moment de l'analyse et enfin dont il faudra discuter les effets dans une éventuelle publication. Et enfin, le choix dépend de la population source. Petit rappel sémantique, on appelle population cible l'ensemble de la population qui a motivé la réalisation de l'enquête et vers laquelle les autorités de santé publique extrapoleront les résultats, et on appelle population source une partie plus concrète de la population cible, celle dans laquelle on va sélectionner les échantillons des sujets de l'enquête. Alors on va commencer par quelques règles élémentaires de sélection des sujets non exposés dans une cohorte. Alors prenons l'exemple d'une étude d'efficacité vaccinale contre le virus influenzé. Alors tout ceci se passe en Alaska, donc avec des auteurs américains. On a un groupe de sujets vaccinés dans lequel le taux d'attaque d'otite à Haemophilus est de 30% malgré le vaccin, et un groupe non vacciné dans lequel le taux d'attaque est de 20%. Risque relatif 1,5 et un intervalle de confiance incluant 1. Conclusion, le vaccin ne paraît pas efficace et même au contraire, les enfants vaccinés semblent avoir un risque 1,5 fois plus élevé de contracter une otite, ce qui est tout de même paradoxal et contraire aux résultats attendus. Alors quel est le problème de cette étude? Il se trouve que les auteurs avaient pris comme groupe de vaccinés des sujets d'origine inuit, ethnie majoritaire de cet État, et ils étaient aperçus qu'ils n'avaient pris comme groupe de référence que des sujets étiquetés white. Vous savez qu'aux USA, il est licite de signaler ce type de distinction. Alors ce sont donc des Américains du Sud venus s'installer en Alaska dont les enfants d'un milieu social plus favorisé étaient mieux nourris, mieux soignés et avaient donc un risque potentiel plus faible de contracter une otite que les enfants inuits à niveau de vie beaucoup moins développé à l'époque. Alors, les auteurs sont revenus sur leur travail en se disant qu'il fallait prendre un groupe de référence comparable aux sujets vaccinés, donc des enfants issus de la même population d'Inuits. Et vous constatez dans cette nouvelle cohorte non exposée au vaccin un taux d'attaque de 80% d'otite à Haemophilus, donc un risque relatif de 0,37 dont la bande supérieure exclut la valeur 1. Ce résultat montre donc un effet protecteur du vaccin. Donc la première règle de choix d'un groupe de référence dans une enquête de cohorte, les sujets non exposés doivent être issus de la même population que les exposés, du même univers, sinon on risque un biais de sélection incontrôlable au moment de l'analyse. Et règle numéro 2, les sujets du groupe de référence non exposés doivent avoir la même potentialité de suivi que les exposés. Alors, cela veut dire qu'il faut s'assurer que ces sujets seront suivis pendant autant de temps que les exposés. Alors cela paraît une évidence, mais qui peut être difficile à obtenir dans la pratique puisque des sujets non exposés, a priori non concernés par votre problématique, auront plus tendance à échapper aux procédures de suivi. Troisième règle, les sujets non exposés doivent avoir la même probabilité de développer la maladie que les exposés. C'est ce que nous avions vu avec l'exemple de l'Alaska, où les enfants étiquetés white n'avaient pas la même probabilité de développer une otite que les enfants inuits.
Et pour récapituler, voici les 3 principales questions à se poser lorsqu'on décide de choisir un groupe de référence non exposé dans une enquête de cohorte. Les non exposés sont-ils issus de la même population que les exposés? Ont-ils les mêmes potentialités de suivi? Ont-ils la même probabilité de développer la maladie que les exposés? Alors, comment choisir un groupe de référence pour respecter ces règles? Si on construit une cohorte rétrospective, le mieux est de prendre toute la population source. On va pouvoir faire cela lorsqu'on a affaire à un univers clos, lorsqu'on fait une étude dans une école, une prison, parmi les convives d'un banquet ou les habitués d'une cantine, les résidents d'une maison de retraite, le personnel d'un hôpital, etc. Alors, pour une cohorte prospective, il faudra au mieux choisir un échantillon de sujets non exposés dans l'ensemble de la population. Alors c'est le meilleur choix de représentativité, mais avec la problématique d'un sondage aléatoire en population, ce qui est très lourd. Alors, dans le cadre de la pathologie au travail, on peut prendre des groupes socio-professionnels particuliers. Par exemple, une cohorte externe non exposée. Dans une étude sur les effets de l'amiante, les sujets exposés sont des ouvriers exposés à l'amiante, et pour se rapprocher de la règle du même univers, les auteurs ont pris comme sujet non exposé un groupe d'un profil social comparable, des travailleurs dans une usine de coton. On peut aussi prendre ce qu'on appelle une cohorte interne, où on définit plusieurs niveaux d'exposition. Par exemple, si on veut étudier les effets de l'exposition radioactive dans une mine d'uranium, on définit le groupe le plus exposé parmi les mineurs, puis un groupe moins exposé de techniciens, un groupe d'ingénieurs, et enfin le groupe le moins exposé parmi le personnel travaillant dans les bureaux. Dans ce cas de figure, il n'existe pas de groupe strictement non exposé, et c'est le groupe le moins exposé qui servira de référence. Alors, combien faut-il prévoir de sujets nécessaires à une enquête de cohorte visant à mesurer le lien entre une exposition et la survenue d'une maladie? Alors, c'est une étape incontournable de l'élaboration du protocole, et nous prendrons ici essentiellement le modèle d'une enquête de cohorte simple avec un seul groupe non exposé. Alors, il existe une formule qui permet d'estimer le nombre de sujets nécessaires en fonction de plusieurs impératifs. Alors, ne paniquez pas, on va disséquer cette formule. Le nombre n à gauche est le nombre de sujets exposés et non exposés minimum nécessaires pour atteindre les objectifs de la partie droite. Et nous allons choisir le cas de figure le plus simple où on prévoit 2 cohortes de taille égale. Alors tout d'abord, ce nombre n dépend des risques alpha de première espèce et du risque bêta de deuxième espèce qu'on se fixe. Si on désire un risque d'erreur alpha de 5%, on choisit z alpha à 1,96. Par ailleurs, si on désire une puissance donnée de 80% par exemple, donc un risque bêta de 20%, il faut choisir une valeur de z de bêta égale à 0,84. Alors voilà déjà 2 contraintes. Alors, au dénominateur, on trouve l'expression I1 moins I0 au carré. Alors I1 moins 0, c'est la différence des incidences entre les exposés et les non exposés. Alors évidemment, on ne les connaît pas puisqu'on bâtit justement l'enquête pour le savoir. Alors on peut avoir une idée de l'incidence I0 chez les non exposés dans la population, soit en faisant une enquête pilote rapide, soit d'après les données de la littérature, soit en proposant une estimation approchée et raisonnable. Quant à l'incidence chez les exposés I1, on peut l'estimer en utilisant la formule du lien entre les 2 incidences. Mais vous constatez qu'elle contient le risque relatif que précisément vous cherchez à connaître. Donc, il faudra introduire dans cette formule le risque relatif significatif minimum que vous désirez obtenir pour convaincre vos mandataires. Alors, il reste encore au numérateur la variance P par 1 moins P, où P est une moyenne pondérée de I1 et I0 qu'on vient de voir. Alors la formule se complique encore lorsqu'on décide de choisir plus d'un exposé pour un non exposé, mais au maximum, ce terme P par 1 moins P ne peut être supérieur à 0,25. Je ne vous présente pas ces formules pour que vous les reteniez, bien au contraire, on utilise des logiciels pour faire ce type de calcul, mais pour vous montrer à quelles questions du logiciel il faudra répondre obligatoirement. Et il y en a 4. Première question, quel est le risque d'erreur alpha maximum que vous tolérez? Et on va prendre la valeur très classique de 5%. Deuxième question, quelle puissance? Choisissons 80%. Troisième question, quelle est l'incidence de la maladie chez les non exposés? Par exemple, 10%. Et enfin, quel est le risque relatif minimum à détecter? Mettons au moins 2.
Alors parfois, certains logiciels ne demandent pas le risque relatif, mais le second pourcentage, c'est-à-dire l'incidence chez les exposés. Il suffit alors de fournir le produit de I0 par le risque relatif choisi. Ici, on entrerait 20%. Alors, il existe de nombreux calculateurs en ligne. Je vous ai mis ici deux adresses très simples d'utilisation. Alors, vous lancez votre calcul et avec ces 4 exigences, on constate qu'il vous faudra au moins 195 exposés et 195 non exposés pour pouvoir détecter un risque relatif au moins égal à 2 et dont l'intervalle de confiance sera supérieur à 1. Alors, changeons un des paramètres en décidant qu'un risque relatif au-dessous de 4 ne vaudrait pas la peine d'être publié. Et vous voyez que dans cette situation, il vous suffirait de 30 sujets dans chaque groupe. Alors, ce paradoxe se comprend en considérant qu'un risque relatif de 4 implique une forte différence entre les incidences. Et si la différence est grande, elle est plus facile à voir et donc il suffit d'un faible effectif pour la détecter. Alors, remettons les paramètres initiaux et choisissons maintenant une plus forte puissance à 90%. Et le prix à payer est une augmentation du nombre de sujets à inclure dans l'enquête. Et enfin, proposons un risque d'erreur alpha plus faible, de 1% par exemple, et là encore le prix à payer est une augmentation des effectifs à inclure. Et vous voyez donc que le nombre de sujets nécessaires dans une enquête de cohorte sera d'autant plus grand que votre exigence de puissance est élevée, le risque d'erreur alpha consenti est faible, que la différence d'incidence escomptée est faible, ou de façon équivalente, que le risque relatif escompté est bas. Alors en conclusion, l'estimation du nombre de sujets nécessaires à une enquête de cohorte est une étape essentielle à la réalisation du protocole. La taille des échantillons estimés doit être confrontée aux moyens matériels, financiers, humains et au temps nécessaire que cela implique. Alors, il est inutile de démarrer une étude si ce nombre dépasse les moyens dont on dispose. Alors, ce travail d'estimation est délicat car il nécessite de prévoir les attentes en termes de risque relatif, ce qui n'est pas aisé à définir de façon objective. Alors, la meilleure méthode consiste à proposer des scénarios montrant les conséquences du choix de plusieurs tailles d'échantillons sur ce qu'il sera possible de démontrer en termes de risque relatif. Au commanditaire ensuite de mettre les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Alors, nous voici donc à la fin de ce cours sur les enquêtes de cohorte où nous avons vu dans une première vidéo les principes et le calcul du risque relatif. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous rendre sur les cours dédiés aux enquêtes cas témoins qui constituent le deuxième grand type de schéma d'enquête à visée étiologique. Et je vous dis à bientôt. Voici quelques références bibliographiques.